Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec nos 4 débatteurs du jour, vous le savez, 0826 300 300 et les réseaux sociaux également, le site sudradio.fr. On va tenter de se mettre d'accord aujourd'hui avec François Calfon qui va arriver. Il est en route, membre du bureau national du Parti socialiste, ancien député Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va bien, il fait très beau ce matin, donc voilà, là où ça vous continue. Là où... Vive le réchauffement climatique. Eh oui, avocat avec votre blog Vue du droit, auteur de Une justice politique et membre de la rédaction de Front Populaire, Rafik Smati. Bonjour Rafik. Bonjour. Chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et Georges Kuzmanovic qui est là, président de République Souveraine. Bonjour Georges. Et François que je salue qui s'installe. Installez-vous messieurs. On va faire vos exactement. On va faire vos coups de cœur et vos coups de gueule dans un instant. Le menu du jour, cette coalition internationale pour lutter contre le Hamas et la proposition surprise hier de Emmanuel Macron lors de son déplacement au Proche-Orient. Est-ce que c'est un numéro difficile du en même temps d'équilibriste pour Emmanuel Macron dans cette poudrière du Proche-Orient? L'Assemblée nationale avec la politique française au bord de la crise de nerfs. Ce dossier du Proche-Orient littéralement enflamme les relations entre parlementaires. Comment remettre, on va dire, du calme au milieu de tout ça. Et puis peut-être qu'on aura le temps de parler de l'hommage aux victimes françaises du Hamas. Est-ce qu'il faut faire un hommage? Et on a appris donc aussi sur le plan, là on va parler de l'économie de consommation, la possibilité de création d'une taxe carbone. La revoilà, mais cette fois sur les produits de consommation. Là aussi, sujet sans doute à haut risque. Allez, on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. C'est un coup de cœur, Rafik. On peut commencer par ça ? Allez, on peut commencer par ça. Enfin, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule selon le prisme dans lequel on est. C'est un nouveau robot humanoïde qui a été utilisé par Amazon dans ses entrepôts. Qui est pour l'instant à un stade embryonnaire, mais on voit bien là où ça va nous mener, et il y aura manifestement dans les entrepôts Amazon, comme dans beaucoup d'entrepôts, de plus en plus de robots et de moins en moins d'humains. Et alors évidemment, on peut appréhender ça sous un angle coup de gueule, en se disant que qui dit robot dit moins de travail humain, mais moi je préfère voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est quoi ? C'est que la robotisation consacre la fin de la pénibilité. Quant à l'argument qui consiste à dire qu'il y a des suppressions d'emplois qui sont en germe, c'est vrai sur le très court terme, mais sur le moyen terme, on voit que toutes les économies dans le monde qui sont robotisées sont celles où le taux de chômage est le plus bas. Il y a un rapport de cause à effet direct entre l'automatisation, la robotisation et le taux de chômage. Donc moi, le fait de voir plus de robots dans nos entrepôts, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me réjouit, c'est quelque chose qui va améliorer la condition humaine. Imaginez un marché du travail, dans les 10 à 20 prochaines années, ça va s'accentuer en plus de ça avec l'intelligence artificielle, où l'humain aura la responsabilité de faire la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qui est le propre de l'homme. Et tout ce qui peut être reproduit et fait par des machines, tout ce qui est répétitif sera pris en charge par des intelligences artificielles et des robots. J'entends mon voisin ruminer... Est-ce que c'est pas le rêve de tout chef d'entreprise d'avoir beaucoup de robots et peu de salariés ? Je provoque. Mais vous avez raison de provoquer. Prenez la Corée du Sud, prenez l'Allemagne, prenez les Pays-Bas. Ce sont les pays les plus robotisés du monde. Ce sont les pays où le taux de chômage est le plus bas du monde. Donc il n'y a aucune relation de cause à effet, aucune. Il n'y a aucun contre-exemple dans le monde qui montre que faire rentrer des robots, ça veut dire plus de chômage. Il est prouvé partout dans le monde que c'est même plutôt l'inverse. Et ce que j'entrevois avec la robotisation et encore plus avec l'IA, c'est un pic de productivité qui va permettre aux humains de faire le meilleur des jobs possibles, ce qui est quand même le sommet de l'épanouissement. Alors le plaidoyer pour l'IA de Rafik, François. Moi je suis pas ni pour ni contre, bien au contraire. Donc on va dire pourquoi il parle pour dire ça. Il faut toujours appuyer sur la touche replay pour voir comment les ruptures technologiques sont bonnes ou mauvaises pour l'humanité. La rupture technologique qui m'apparaît le plus évidente comme bonne et mauvaise à la fois, très mauvaise et très bonne à la fois, c'est l'atome, c'est le nucléaire. Il y avait un très beau film Oppenheimer qui le décrit. L'atome, il nous garantit l'énergie décarbonée dont on a besoin, donc c'est formidable l'atome. Avec un problème qui est celui des déchets. Et l'atome, il a créé le surarmement nucléaire. Alors certains pourraient nous dire c'est formidable le surarmement nucléaire parce que ça a permis la stabilité mondiale. Mais on voit bien c'est le meilleur et le pire. Donc venons à la robotique et à l'IA, et y compris à sa conséquence sociale.
La robotique, supprimer la pénibilité, pourquoi pas? Enfin, moi, j'ai pas de difficulté avec ça, donc c'est pour ça que je ne fulminais pas. Mais je pense qu'il faut prendre le sujet dans toute son acception. L'idée selon laquelle l'IA va supprimer que la pénibilité n'est pas vraie. Je vous renvoie à la grève des scénaristes qui dure depuis des mois et des mois à Hollywood, où en réalité, on va supprimer, pardon de le dire, les scénaristes par des IA qu'on ne maîtrise pas. C'est quand même une réalité. Et on va, donc ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des écritures de scénarios relativement standardisées. Est-ce que et vous dites c'est des métiers à faible valeur ajoutée? Je ne suis pas sûr que scénariste à Hollywood soit un travail à faible valeur ajoutée. Deuxième élément, me semble-t-il, la non-maîtrise de l'IA, elle peut être que la cause des guerres. Alors j'ai parlé de l'atome, ça peut être la cause des guerres. Les gens dans l'intelligence artificielle sont extrêmement inquiets de l'utilisation du deepfake à des fins finalement de campagne de désinformation. Je donne l'exemple un petit peu de politique fiction, mais qui peut tout à fait exister demain. Que vous ayez une interview de Macron très bien faite, et techniquement c'est possible, qui dit eh bien demain j'agresse la Russie, je lance l'arme atomique. Vous pouvez avoir une guerre. Donc vous voyez bien ces phénomènes-là, ils sont la meilleure et la moins bonne des choses, dès lors qu'on les régule. Enfin, cela pose une dernière question. C'était Benoît Hamon, je n'étais pas forcément d'accord avec lui, mais je dois reconnaître qu'il y a un débat. C'est sur la fiscalité ou non de ces machines, de ces robots. Parce que si on veut libérer du temps pénible pour faire autre chose, et que le volume de travail baisse, parce qu'il y a quand même un sujet sur le travail posté, le volume de travail, et la non-répartition de la compétence entre ceux qui l'ont, qui n'ont pas besoin de l'IA, et ceux qui sont le travail d'exécution, ben ça s'appelle la solidarité par l'impôt, et donc il faut y réfléchir. Régis, sur la robotisation des métiers pénibles. J'ai écouté les deux points de vue et je suis pas surpris. C'est-à-dire que les réserves de François me paraissent fondées, l'enthousiasme de Rafik me paraît fondé. Je trouve ça fascinant. Moi, j'ai été voir les vidéos. Mais c'est pour ça que j'étais pas contre ce que vous avez dit. Allez-y, Régis, allez-y. J'ai été voir les vidéos chez Amazon. C'est troublant. D'abord, c'est troublant parce que ces robots sont anthropomorphes. On les voit faire des gestes. On a beaucoup de mal à ne pas imaginer qu'il n'y a pas un esprit là-dedans. Alors l'esprit, il est celui du concepteur, il est celui qui gère les programmes informatiques. Mais enfin bon, mais justement, la contradiction, elle est bien là. Je veux dire, pénibilité du travail, d'accord, mais c'est le modèle Amazon qui prend toute la place. C'est-à-dire que la dimension, d'organisation sociale de la circulation des marchandises est totalement bouleversée. Je sais pas si on peut considérer que c'est un progrès. Quant au risque parce que je cite deux vidéos, moi, parce que j'ai été les voir justement, j'ai vu une interview IA manipulé de Macron, c'est terrifiant. Oui. C'est terrifiant, les inflexions de voix, etc. On peut lui faire dire n'importe quoi. Et compte tenu du fait, et on le voit bien avec le conflit actuel, l'information fait le tour du monde en quelques secondes. Donc, oui, c'est alors je sais pas si c'est replay, François, mais je crois que c'est plus facile de raconter l'histoire quand on connaît la fin. Bon, l'humanité a passé son temps à emprunter des chemins, etc. Beaucoup vous disent que la révolution néolithique et le passage à l'économie de production a été une catastrophe pour l'humanité. La preuve, on est aujourd'hui confronté au risque important là. On est rentré dedans. En même temps, Amazon, Régis, en même temps, Amazon fait nucléaire. Ça. Alors là, bon, effectivement, alors que c'est vrai. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la dissuasion nous a préservés d'un conflit généralisé. Jusqu'à quand ? En même temps, Amazon, pardonnez-moi, fait ça aussi, c'est pour livrer plus vite, plus longtemps, plus loin et plus de monde. Alors qu'on est en train de dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'il faut consommer un peu moins et moins faire transporter des produits qui arrivent de partout, etc. Eh oui. Et donc on est un petit peu dans un paradoxe de deux vitesses. Georges, vous en pensez quoi ? Plus ou moins ? Mais d'abord, je suis d'accord avec François sur les questions militaires. Il faut savoir qu'il y a eu des crash tests sur les tirs de missiles nucléaires de riposte aux États-Unis et 80% des gens surentraînés n'ont pas tiré au dernier moment parce qu'ils se demandaient si ça avait une cohérence. En fait, l'humain a réfléchi et il s'est dit non, ça n'a pas de sens et ils n'ont pas tiré. Ils ont
automatisé derrière. En 1986-1987, on a évité une catastrophe parce qu'un colonel qui s'occupait de la défense de Moscou s'est dit que ce qui lui arrivait comme information était erroné. Et ça s'est joué à pas grand-chose, un déclenchement d'un feu nucléaire à ce moment-là. Très très beau documentaire sur ce personnage qui est un héros maintenant en Russie, et qui est un héros pour nous tous. On ne sait pas ce qu'aurait fait une machine. Je ne suis pas d'accord non plus sur le fait que ça ne soit toujours bien passé. En Grande-Bretagne, quand il y a eu l'industrialisation et l'automatisation, alors c'est pas des robots, mais c'est l'industrie moderne. Il y a eu un mouvement qui était le mouvement des Luddites, c'est-à-dire que on a eu des révoltes ouvrières parce que les gens se sont retrouvés à perdre leur vie, à perdre le statut qu'ils avaient parce que leur savoir-faire était écrasé par la machine. Ça a été quand même des décennies de lutte sociale, de ghetto ouvrier. Ça n'a pas été si simple de se sortir de cette révolution. Et là, en ce moment, il y a déjà de la casse dans tout un tas de métiers à cause de ChatGPT. Il n'y a pas forcément un faible valeur ajoutée. C'est des ingés, tout ça. Dans votre analyse, je pense que super, ça supprime la pénibilité, c'est pas vrai. Si je peux terminer, parce que le truc, c'est que évidemment, c'est positif. Il ne faudra pas arrêter le progrès. Par contre, il faut réfléchir à l'organisation sociale et à la répartition de la richesse qui le produit d'une révolution technologique. Allez, on s'arrête, on va faire l'info de 11h, on se retrouve avec nos 4 débatteurs pour tenter de se mettre d'accord ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Et très belle matinée sur Sud Radio, il est 11h01. Sud Radio. Parlons vrai. Un point sur l'info avec Florian Lafont, bonjour. Bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu en Égypte. Le chef de l'État se rendra au Caire pour rencontrer le président égyptien juste après sa visite aujourd'hui en Jordanie. Le président de la République continue sa visite au Proche-Orient 2 semaines et demie après l'attaque du Hamas sur Israël. Après un déplacement dans l'État hébreu, Emmanuel Macron s'est aussi rendu hier en Cisjordanie pour évoquer le conflit avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le chef de l'État estime qu'il n'y aura pas de paix durable tant qu'un territoire palestinien n'est pas reconnu. Après 7 semaines d'audience, le verdict pour le roi de la Belle est attendu aujourd'hui. Redouane Faïd est jugé devant la cour d'assises de Paris avec 5 de ses proches pour sa spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Rio en 2018. 22 ans de réclusion criminelle ont été requis à l'encontre du braqueur multirécidiviste. Certains vitraux de l'église de Sainte-Catherine près de Lyon retirés hier. Ces œuvres avaient été peintes par le père Louis Ribes. Ce prêtre accusé d'avoir violé et agressé sexuellement des dizaines, voire des centaines d'enfants. Des actes de pédophilie commis pendant 40 ans entre les années 1950 et 1990, notamment lors des séances de pause et d'ateliers artistiques à travers la Loire, le Rhône et l'Isère. Celui que l'on surnommait le Picasso des églises est mort en 1994 à l'âge de 74 ans. C'était une promesse du gouvernement. La prime de pouvoir d'achat sera versée aux agents de l'État et de la fonction publique hospitalière avant la fin du mois. Une aide de 300 à 800 € brut, indique aujourd'hui le ministère de la fonction publique. 2 millions de personnes sont concernées. En foot, le PSG doit se relancer en Ligue des Champions. 3 semaines après sa lourde défaite à Newcastle, Paris affronte ce soir l'AC Milan à 21h. Et puis, le tracé officiel du Tour de France 2024 sera dévoilé dans quelques minutes. Une 11e édition qui partira de Florence en Italie le 29 juin avec une arrivée prévue le 21 juillet, non pas sur les Champs-Élysées à Paris en raison des Jeux Olympiques, mais plutôt sur la promenade des Anglais à Nice. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute. Je suis pas là en plus. Merci beaucoup. Les prochaines infos tout à l'heure à midi avec le journal. Et on retrouve les pronostics de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Christine, bonjour à tous. Avec un tiercé écarté quinté qui se dispute sur l'hippodrome de Toulouse où je ne suis pas aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, je sais que vous connaissez bien Toulouse et je serai donc en direct pour le tiercé écarté quinté plus aujourd'hui avec le Grand Prix d'Ina Bédin, épreuve du circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, 2950 mètres et 15 concurrents. Le 5 Houston Tuileries sera donc mon favori, devant le 10 Enivrante, 4 Staro Morito, 8 Timberland, 6 Hamilton First, 13 Joe Seguinel, 3 Fidji de Vive et 7 Flying Devil. 5, 10, 4, 8, 6, 13, 3 et 7. En Réunion 3, course 4 à Pau pour ma sélection du jour. Le 7, Instant Crush. Et encore hier, si vous m'avez suivi, vous avez touché tiercé écarté. Eh ben, vos pronostics, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est sur sudradio.fr, toute la sélection de Jean-Paul Delperrier. Merci.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Compagnie de François Calfon, Régis de Castelnau, Rafik Smati, Georges Kuzmanovic. Alors on parlait de l'arrivée des robots humanoïdes, en tous les cas de la décision d'Amazon, mais on va continuer nos coups de cœur et nos coups de gueule ce matin. Georges, vous terminiez sur ce sujet et vous gardez la main avec un coup de gueule aujourd'hui sur la Commission européenne. Venant de vous, je suis moyennement surprise, mais quel est le sujet ? Mais le sujet, c'est les produits chimiques et l'analyse des effets dits cocktails de l'utilisation des produits chimiques. Alors que Ursula von der Leyen, en 2019, quand elle a pris la présidence, avait annoncé son projet de Green Deal, qui consistait justement à revoir les autorisations aux produits chimiques, eh bien, les lobbies de l'industrie chimique, qui sont premiers à Bruxelles, ont fait capoter ce projet. Comme d'habitude, c'est la 5e ou la 6e fois, la Commission européenne vient de reculer devant les lobbies de l'industrie chimique et a décidé qu'il n'y aurait pas d'analyse sur les effets cocktails. Les effets cocktails, c'est quoi ? Quand vous avez un produit chimique, de l'eau de Javel que vous mettez dans vos toilettes, par exemple, eh bien, parfois, il y a des gens qui accrochent à côté un petit truc bleu. Ou alors, ils vont passer les sols pour laver chez eux avec du Carolin. Eh bien, certaines molécules de l'eau de Javel peut-être entrent en interaction et aggravent la dangerosité pour l'être humain quand elles sont en interaction avec le produit ménager sur le sol. Ça fait des dizaines d'années qu'ils bloquent toute analyse. Parce qu'évidemment, ils savent très bien que la conséquence va être très mauvaise. Et la même Commission européenne avait calculé que les bénéfices seraient pour l'Union européenne en minimum entre 11 et 30 milliards. Alors que le coût de ces contrôles est au maximum de 2 milliards pour l'industrie chimique. Et malheureusement, il s'ensuit quoi ? Eh bien, c'est la révélation qui a été faite au Canard enchaîné récemment. C'est le mail qui a été dévoilé par le responsable de l'ARS d'Occitanie, qui a dit il ne faut plus boire de l'eau du robinet car il y a des produits chimiques perpétuels. C'est-à-dire qui provoquent des cancers, des changements endocriniens, des malformations. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de chimie. C'est comme les questions de robotisation ou d'IA. C'est qu'il faut un contrôle. Or là, on a des gens qui ont une telle puissance financière et politique qu'ils bloquent tout contrôle. Et malheureusement, là encore, c'est la Commission européenne qui décide et pas notre pays, parce que dans les traités européens, maintenant, il est dit que ça, c'est délégué à des gens non élus qui capitulent à chaque fois devant les lobbies financiers. On rappelle le dossier, par exemple, du bisphénol A, les lobbies plus forts que les politiques au niveau européen pour la santé des consommateurs. Vous en pensez quoi les uns et les autres, Rafik ? Ils sont dans leur job, après tout. Ils sont payés pour ça. Ils ont un patron. Ils n'ont pas de morale. Alors d'abord, les lobbies en soi, je me permets de voir les choses avec un petit peu plus de distance. Un lobby en soi, c'est pas une nouvelle chose. C'est quelqu'un. On est tous lobbyistes de quelque chose d'ailleurs. C'est quelqu'un qui défend une position sur un sujet particulier. Maintenant que les lobbyistes influent des décisions qui ont un impact sur nos vies, là, ça pose effectivement un vrai problème démocratique. Mais moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Le réquisitoire que vous venez de faire sur la Commission européenne, moi, je suis plus nuancé. Je reproche plein de choses au fonctionnement de l'Union européenne, évidemment. Mais quand je vois, par exemple, ce qu'elle fait dans un secteur que je connais bien, qui est celui du numérique, avec Thierry Breton qui fait un job vraiment remarquable, avec le DMA, avec le DSA, avec une véritable Europe puissance qui est en train de se mettre en place et qui peut jouer le rapport de force avec les GAFAM, c'est la première entité démocratique, pardon d'utiliser le mot, mais c'est la première entité démocratique qui ose le faire, mettre en place un vrai rapport de force au point où Elon Musk se dit peut-être qu'il pourrait quitter l'Europe ou pas. Les Américains, c'est peut-être plus facile. Mais non, que s'attaquer à des géants de l'industrie chimique qui sont donc ce que je veux dire, c'est que ces débats-là, le sujet dont vous parlez, je le connais pas suffisamment pour avoir une position précise sur celui-ci, mais en tous les cas, je pense que la Commission européenne, comme toute organisation, il y a des choses qui sont mal faites et il faut les pointer du doigt quand c'est le cas, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire aussi. Et c'est la meilleure façon d'éviter l'avènement des populismes. Chaque critique doit être justifiée. Il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc. Si je peux mais vous avez peut-être raison sur ce que vous dites. Sur la question des vaccins et du contrat passé avec Pfizer, je ne parle pas de ce qu'il y a dans le vaccin, je parle du contrat passé avec Pfizer. Aucun média
européens. Aucun. Il a fallu attendre que le New York Times, qui est quand même pas, je pense, un peu complotiste. C'est pas un sujet de lobbying, c'est un sujet de. Mais si, c'est un sujet de peur. Il a fallu attendre que le New York Times lance une procédure judiciaire contre Madame von der Leyen. François, sur dans ce que vous dites, il y a deux dimensions. Il y a d'abord le bénéfice-risque pour l'appartenance à l'Union européenne. Et moi, je viens un peu de la même tradition souverainiste que vous. Et quand je regarde le bilan global de l'Union européenne, il y a bien sûr tous les problèmes que vous dénoncez, que je peux parfaitement partager. Mais aujourd'hui, en France, puisque c'est un peu votre mantra, l'Europe nous protège plutôt qu'elle nous expose à la mondialisation. Et je vais vous dire une chose, parce que je pense que vous êtes contre l'euro aussi. L'euro, moi j'étais contre l'euro à l'époque, même pour la sortie du système monétaire européen. Je pense que l'euro est un protecteur de crise et que la France peut encaisser des crises qu'elle n'aurait pas encaissées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face aux crises, et je pense notamment Pfizer mis à part, parce que je peux partager 100% de vos critiques. Bon, mais finalement, l'Europe va dans des domaines de compétences. D'abord sur la question budgétaire, où elle a accepté de manger son chapeau massivement. Il y a des plans d'aide massifs qui ont été acceptés, et elle est allée sur le domaine de la santé. Contre-réforme structurelle, comme dans les pays africains. Et elle est allée sur le domaine de la régulation des GAFAM, qui n'était pas a priori le sien. Enfin, dernier point, plus philosophique, est-ce qu'un groupe de pression est légitime ou pas, dès lors qu'il est inscrit ? Moi, je vais prendre un exemple, parce que j'aime bien la voiture, comme dirait Macron, j'aime la bagnole. Quand je vois les effets collatéraux du véhicule électrique qui sont pas maîtrisés, notamment sur la pollution, les terres rares, etc., et le dogmatisme qui a été celui de l'Union européenne sur cette question du passage au tout électrique à 2035, sans la capacité d'avoir une base industrielle solide, on est face à la possibilité d'importation massive de véhicules subventionnés chinois en Europe. Je me dis que l'industrie automobile, donc le lobby automobile, fait son travail. Ça ne veut pas dire qu'on va maintenir le véhicule thermique, mais ça veut dire que des aménagements seront sans doute pris. Et s'il y a eu un lobby, par exemple, de l'industrie du panneau solaire avant européenne, on n'aurait pas eu comme ça une invasion subventionnée par le gouvernement chinois des panneaux solaires en tuant une filière. Et donc là, l'enjeu, c'est celui d'une filière européenne sur les batteries, sur la construction, qui est en train de se produire. Et de sortir du dogmatisme, par exemple le patron de Toyota, qui n'est pas un Européen, dit il faut à la fois de l'hybridation des moteurs, donc de l'électrique, et puis sans doute aussi de l'énergie fossile. Attendez, oui, mais le gouvernement chinois profite de l'ouverture aux 4 vents de la mondialisation voulue par l'Union européenne. S'il n'y a pas de protectionnisme, même les Américains font du protectionnisme. Georges, je voudrais qu'on donne la parole à Régis sur cette question de la place de la protection par l'Europe des populations finalement. Moi, je suis désolé, mais le fonctionnement de la Commission européenne actuellement est un pur et simple scandale politique. La question du lobbyisme, appelons-le comme ça, c'est vrai que c'est assez normal qu'il y ait, à condition que ça puisse se faire dans la transparence. Ok, j'ai tout dit. Quand on voit ce qui s'est passé à Pfizer, avec les big pharma, les rapports mais là, c'est un conflit d'intérêts, c'est pas le sujet de dont ses compatriotes qui l'ont eu au gouvernement disent qu'elle est corrompue. Ça, c'est déjà une première donnée. Une personne qui se permet, ça c'est mon opinion personnelle, pour moi, un agent américain, qui est allé immédiatement au Moyen-Orient défendre des positions qui n'étaient pas celle de l'Union européenne, je parle même pas de celle des pays, et qui se comporte comme une espèce de chef d'exécutif non élu, c'est tout à fait inacceptable. Concernant Monsieur Thierry Breton, moi j'ai pas remarqué qu'on affrontait les GAFAM. On affronte aujourd'hui Elon Musk, on affronte Twitter. Avant, quand Twitter faisait de la censure à tire-larigot, on ne disait rien, mais maintenant, on a mis en place une réglementation qui va permettre la censure. Et d'ailleurs, Thierry Breton l'a parfaitement dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, vous comprenez, il faut lutter contre les contenus haineux et les appels à la révolte. Donc, plus le droit de dire qu'il faut battre Macron aux élections, plus le droit de s'exprimer contre des projets de loi, contre l'utilisation du 49.3, etc., puisque ce seront considérés comme des appels à la révolte. Oui. Après, moi, ça peut être utile sur le harcèlement et tout ça, Régis. Ça ne protège pas
ce qui est prévu dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution et dans notre Constitution, ça ne protège pas la liberté d'expression. Donc, que ce soit contradictoire, qu'il y ait des éléments qui puissent s'avérer positifs, quand François à la question de l'euro, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, ça nous a tellement protégé de la désindustrialisation que c'est un magnifique succès, puisque ça a permis que nous ayons un différentiel avec l'Allemagne, qui fait que l'Allemagne nous a, ce que disait Chevènement avant son ralliement à Macron, nous a taillé dans le vif. Donc voilà, moi le retrait de l'euro, désolé, il y a pratiquement plus de partis qui l'ont mis dans leur programme. On en a deux avocats autour de cette table. Oui, mais on va pas l'ouvrir. Je vois pas le rapport avec la chimie, sérieusement. Non. En fait. Non, mais c'est Régis qui est parti sur la question de la protection de l'Europe par l'euro. Alors, stop. Je vous demande de vous arrêter, comme dirait l'autre. On va faire la pub et on va se retrouver juste après. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Georges Kuzmanovic, Rafix Mati, Régis de Castelnau, François Calfon, on fait le tour des coups de cœur et des coups de gueule. On va avancer dans les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres afin de parler dans un instant du voyage d'Emmanuel Macron au Proche-Orient avec ses propositions de coalition internationale pour lutter contre le Hamas. L'ambiance délétère, voire inflammable à l'Assemblée nationale sur le dossier du Proche-Orient. Et puis peut-être l'instauration bientôt d'une taxe carbone, mais sur les produits cette fois de consommation courante. On faisait le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Régis, vous aviez un coup de gueule contre, et logiquement, une agression de personnes âgées. Alors, toute ma carrière d'avocat, j'étais opposé au discours qui consistait à dire que la justice était laxiste, les prisons 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, etc. Sauf que on vit une période où les magistrats font n'importe quoi. Je suis tout à fait désolé. Alors, j'ai écrit un livre à ce sujet, donc il fait 600 pages, je ne vais pas y renvoyer, je vais revenir sur l'histoire d'Argenteuil. Dans un hôpital d'Argenteuil, au service de gériatrie, il y a 2 personnes qui ont été agressées par un récidiviste. 2 personnes, une de 95 ans, une de 98 ans. La presse, on n'a pas fait état, on n'a pas entendu grand-chose, jusqu'au moment où le personnel de l'hôpital a commencé à s'exprimer en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est complètement anormal, l'hôpital est ouvert à tous les vents, manque de moyens, et les 2 personnes ont 95 et 98 ans, ont été agressées. L'une d'elles est morte quelques heures plus tard, et l'autre est morte 3 jours après. Bien. Et on apprend que le parquet a pris une décision et le juge des libertés a pris une décision qui a consisté, après une garde à vue écourtée, a consisté à mettre la personne en liberté sous contrôle judiciaire. Je sais très bien ce que c'est que le contrôle judiciaire, et naturellement, la presse, là, s'en est emparée et le scandale a éclaté. Immédiatement, les magistrats, se rendant compte quand même que c'est insupportable, le parquet a fait appel, et la personne a été remise en garde à vue. Je ne sais pas ce qui va en être à la sortie de cette garde à vue, et il sera mis en détention. Je rappelle qu'il est récidiviste. Oui, parce que le parquet a fait appel de la décision de la remise en liberté. Oui, il a fait appel, bien sûr, mais donc il est de nouveau en garde à vue, c'est-à-dire qu'il restait sur les 48 heures, il restait de la garde à vue à effectuer. Mais qu'est-ce que c'est que ces modes de fonctionnement ? Et dans ma pratique, ce que je sais, c'est il y a un problème de moyens, il y a un problème idéologique, qu'on le veuille ou non, je les connais bien, et il y a une désinvolture, je trouve, vis-à-vis de l'opinion publique. Cette histoire est invraisemblable. Elle est absolument invraisemblable. Vous imaginez, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui va avoir 98 ans, qui est dans un EHPAD, mais une fin de vie, et les 2 personnes sont mortes. Alors je ne sais pas si mécaniquement il les a suffisamment brutalisées pour que, mais enfin vous vous rendez compte, à la fin de votre vie, vous vous retrouvez dans cette situation, vous êtes sur votre lit de gériatrie, il y a quelqu'un qui rentre comme dans un moulin et qui vient vous agresser sexuellement. Cette histoire est épouvantable. Il y a des choses qui clochent à tous les étages dans cette histoire, effectivement, la sécurité de l'établissement et puis derrière tout ce qui s'ensuit. Donc affaire à suivre ce drame d'Argenteuil avec le décès de ces 2 personnes âgées, donc on le rappelle des 2 nonagénaires. Le parquet donc a fait appel. Alors on déroule les coups de cœur et les coups de gueule parce que il y a des gros dossiers qui arrivent
et je voudrais qu'on en parle tous ensemble. François, on termine ce tour de table de l'actualité. Coup de cœur, coup de gueule. Un coup de gueule contre les guerres oubliées. C'est-à-dire que... Il n'y a plus rien qui existe, effectivement, alors qu'il y a des conflits partout. À la minute où on parle, il y a des manœuvres communes de l'armée azerbaïdjanaise et de la Turquie, aux frontières de l'Arménie. Et tout indique qu'après avoir nettoyé ethniquement le Haut-Karabakh, sans couloir humanitaire à l'époque, sans balai des chefs d'État en Arménie comme il y en a aujourd'hui, eh bien nous sommes dans une situation où tout indique que l'Arménie sera sacrifiée. Et tout à l'heure nous parlions de Madame von der Leyen, elle est sacrifiée également sur l'autel de deux choses, c'est-à-dire du gaz que nous achetons en Europe à l'Azerbaïdjan. Bon, du gaz russe, qui vient de Russie. En plus du gaz qui est censé être azéri, mais qui en fait est du gaz russe, donc dans une vaste hypocrisie. Et, last but not least, parce que la Turquie et son dirigeant Erdogan sont des gens très intelligents, du rôle que la Turquie peut jouer dans la résolution du conflit avec d'autres, israélo-palestinien, enfin pas du conflit, mais de la crise actuelle, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Donc c'est ça le coup de gueule. Après avoir dans le micro, après avoir mis la main et nettoyé ethniquement le Haut-Karabakh, tout le monde sait qu'il y a une offensive possible. Sur le sud de l'Arménie, qui est imminente. Voilà. Mais alors, la guerre on oubliée, aurait pu parler aussi. La guerre oubliée médiatiquement, vous dites. La guerre oubliée tout court. Tout court. À part faire des rassemblements dans les communes où il y a une communauté arménienne en France, et de mettre un petit drapeau arménien, pourquoi pas allumer tel et tel bâtiment aux couleurs de l'Arménie. On est en train de tuer ce pays qui est l'Arménie, puisque la prochaine frontière, si j'ose dire, c'est l'attaque du territoire arménien lui-même, et non pas simplement l'enclave du Haut-Karabakh qui était contestée. Bravo à François Calfon, je suis entièrement d'accord. Hier, j'ai lancé une nouvelle émission géopolitique sur Front Populaire, et j'ai interviewé Daniel Kürtjian, puisque la menace qui pèse maintenant sur l'Arménie est réelle. Et ça se fera sans aucun problème, car on s'est compromis avec l'Azerbaïdjan du président Ilham Aliyev. Et ça va introduire le sujet suivant, c'est que la situation est extrêmement compliquée. L'Azerbaïdjan, non seulement a le soutien de la Turquie, mais reçoit des armes d'Israël, qui a mis des bases en Azerbaïdjan pour surveiller l'Iran. Et qui soutient dans le coin, qui soutient l'Arménie, alors qu'ils sont chiites, comme les Azerbaïdjanais, c'est l'Iran, parce que eux, ils veulent avoir un contrôle sur leur frontière nord. Combien tout ça est explosif et complexe, mais c'est vrai que pour le moment, on se dirige vers un sacrifice de l'Arménie, et comme l'a dit Emmanuel Macron en sortant du sommet européen de Grenade, il a dit: je vais faire pression sur M. Aliyev, on ne sait pas comment. Par contre, il n'est pas question pour le moment de faire de sanctions contre l'Azerbaïdjan. C'est un blanc-seing donné à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Même si la France vend des armes à l'Arménie, il faut le préciser. Et vous demandez qu'est-ce qui peut être fait. Ce qui peut être fait pour la France, nous avons la 3e communauté arménienne dans ce pays. On peut envoyer, comme on dit, entre guillemets, pour défendre nos intérêts sur place, 3 régiments français à Yerevan pour dire que s'ils tirent sur l'Iran, ils tireront sur la France. Allez, on va continuer de parler... S'ils tirent sur l'Arménie, ils tireront sur la France. On va aborder en 1 minute 20, où on fait la pause tout de suite. Ouais, on va faire la pause tout de suite parce qu'on va attaquer le dossier du Proche-Orient, et on va comme ça pouvoir vous entendre tous les 4, François Calfon, Régis de Castelnau, Refik Mati et Georges Kumanovic. On va s'en tenter de comprendre cette notion de coalition internationale pour lutter contre le Hamas, cette annonce qui a surpris un peu tout le monde hier lors du premier jour du déplacement d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et en ce moment, c'est le mois avantage à la carte. Jusqu'au 30 octobre, pour l'achat d'une boîte à histoire Story Kit VTech à 29,90 €, recevez un bon d'achat de 20,93 € sur ma carte Netto. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 29,90 € à l'unité, prix payé en caisse. 8,97 € en bon d'achat déduit. Réservé aux porteurs de ma carte Netto. Application Netto France gratuite sans obligation d'achat. Conditions sur netto.fr. Pourquoi préférer MAF Pro ?
Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. Benjamin est du genre toujours connecté et il n'aime pas vraiment attendre. Ah mais ça rame là. Voilà, je vous l'avais dit. Alors quand il a pu passer au Wi-Fi 6E, le Wi-Fi dernière génération, forcément, il râlait un peu moins. Ah mais c'est Wi-Fi-cible ce truc. Beaucoup moins même. Profitez du meilleur des Wi-Fi, le Wi-Fi 6E avec la Livebox 6 et la nouvelle Livebox 7. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine avec équipement compatible. Détails sur orange.fr. Weldom réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. Et voilà, allumer le poêle, ça, c'est fait. Il est super ce bois d'allumage. Il est au poêle? Non, parce que au poêle. Mais ça va, j'avais compris. Ouais, d'accord. Chez Weldom, jusqu'au 11 novembre, le filet de bois d'allumage de 20 litres est à 3,49 € au lieu de 4,59 €, soit 23% d'économie. Weldom, bricolé, jardiné, décoré, offre à 17 centimes le litre dans la limite des stocks disponibles. À tous ceux qui ne comprennent pas qu'on dise 24 mois au lieu de 2 ans. Du coup, joyeux moisiversaire. Et aux mêmes qui disent pourtant, le comté, moi je prends du 12 ou du 18 mois. Bah oui, mais parce que là c'est pas pareil. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Et dès demain, le comté AOP 18 mois d'affinage Origine France est à seulement 14,95 € le kilo. Et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec François Calfon, Régis de Castelnau, Rafik Smati, Georges Kuzmanovic, on évoque donc le déplacement, le voyage d'Emmanuel Macron qui est arrivé donc hier pour son premier jour au Proche-Orient, étape à Tel Aviv. Ensuite, il a rencontré le président Mahmoud Abbas et aujourd'hui, étape en Jordanie et on a entendu aussi du côté de l'Égypte. Emmanuel Macron, donc, qui propose cette coalition et qui a proposé pour lutter contre le Hamas. Alors beaucoup disent c'est une annonce surprise qui a surpris tout le monde. Et vous disiez, François, je crois même dans ses propres rangs, en tous les cas, Georges, dans le côté ses propres équipes au Quai d'Orsay, on découvrait. Le Quai d'Orsay, je vous confirme, n'était pas au courant. Et même l'Élysée, donc là c'est l'Élysée, ils ont dû faire un communiqué en disant que c'était à l'étude, enfin ils tempéraient les propos de leur propre chef. Oui. C'est dire que c'est très peu organisé cette affaire. Est-ce que c'est si grave que ça, honnêtement? Bon, après, moi, je suis pas du tout l'avocat d'Emmanuel Macron, mais finalement, quel était le sens de cette visite si on analyse un peu froidement au-delà des... Parce qu'il y a toujours un peu de jet lag chez les chefs de gouvernement et chefs d'État quand ils font ça, dans des tournées diplomatiques, ça reste des êtres humains. Et il y avait deux choses qui étaient à l'ordre du jour. Donc c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, si j'ose dire. Il y a la libération d'otages franco-israéliens. Est-ce qu'on obtiendra ce but de guerre ? Personnellement, j'en doute, mais honnêtement, je suis pour l'unité nationale. Attendons la fin. Si on obtient, par le truchement du Qatar, de l'Égypte ou quiconque d'autre, cette libération, voilà. On peut analyser cette bévue, pour moi, parce que c'est une bévue, parce qu'elle n'a aucun sens, en fait, de coalition contre le Hamas mis sur le même plan que Daesh, comme plutôt ne contribuant pas à l'objectif de libération des otages franco-israéliens, ce que les familles franco-israéliennes avaient l'air d'attendre de la part du président de la République. La deuxième chose, pour être un peu moins critique, parce que j'ai pas envie d'être critique, tout simplement, c'est qu'il a incarné par son déplacement, qui est un déplacement tardif, parce que à peu près tous les chefs d'État et de gouvernement sont passés là-bas. Hein. Il n'y a pas que l'anglais, mais il y a aussi l'allemand, mais il y a aussi des Australiens. Enfin, beaucoup de gens sont venus là-bas. C'est d'incarner ce que souhaite être la France, c'est une puissance d'équilibre. C'est-à-dire d'aller à et c'est que de la symbolique finalement. D'aller à Tel Aviv ou à Jérusalem d'un côté, Jérusalem en l'occurrence, et d'aller à Ramallah de l'autre. Et puis pourquoi pas en Jordanie et est-ce que ça va se faire aujourd'hui? C'est le suspense du jour en Égypte. C'est bien de l'incarner, hein, me semble-t-il. Voilà. Après, rendons à César ce qui lui appartient. C'est extrêmement compliqué et il y a un chemin étroit pour se frayer un chemin
sûr, parce que j'ai vu qu'un certain nombre à gauche lui disait il n'a pas exigé de pause humanitaire, etc., etc. C'est extrêmement compliqué de cheminer, surtout quand on est représentant d'un pays comme la France, où ce sujet est passionnel, parce qu'il a peut-être la plus grosse communauté arabo-musulmane sur son territoire, et certainement la plus grosse communauté juive, enfin la 3e communauté juive mondiale. La 3e communauté juive mondiale. Oui, tout à fait. Est-ce que, Régis, sur cette notion de coalition et la volonté finalement de faire avancer les dossiers, et comme disait François, de faire, on va dire, de poser la voix de la France aussi dans cette poudrière. Je trouve qu'il l'a fort mal posé. Alors bévu, je sais pas, mais c'est du Macron tout pur, quoi. Sur le plan international, il est complètement discrédité. La parole de la France est anéantie. Il suffit d'aller voir la presse internationale pour le constater. Cette prise de position qui a effectivement surpris tout le monde, elle a un sens politique profond. Elle lui a été effectivement suggérée, imposée par les Israéliens, et ça peut se comprendre. C'est quoi la proposition? On va refaire une alliance pour aller combattre le terrorisme d'Hamas, comme on l'a fait en Syrie et en Irak contre ISIS. Je rappelle à cette occasion, comme l'a fait François pour l'Arménie, que Israël a aidé Al-Qaïda. Selon l'orientation classique de Netanyahou, je favorise les islamistes. Je favorise, comme il l'a fait pour le Hamas. Bien. Donc, simplement, la question terroriste, pas terroriste, combat contre le terrorisme, elle pose la question palestinienne. Tous ceux, et les Israéliens le font, je les comprends, permettent de dire il faut qu'on lutte au nom de l'Occident contre le terrorisme épouvantable du Hamas qu'on a constaté, ça fait passer la question palestinienne sous le tapis. Donc Macron va là-bas, il leur fait plaisir en disant oui, je reprends cette ligne-là, et puis après il va à Amman. Et il va dire oui, mais il faut régler la question palestinienne. Après, il va aller voir Sisi en Égypte. Oui, il faut traiter la question palestinienne. Les deux pays limitrophes. Bien, c'est du Macron tout pur. Tout ça, c'est inconsistant. C'est du en même temps. Malheureusement, c'est absolument pas au niveau de ce que la France devrait faire. Enfin, ça, c'est mon opinion. Graphique. Je trouve assez étonnant, voire extrêmement grave, que nous avancions dans une société où finalement, à chaque grand événement, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour la situation au Proche-Orient, vous avez une armée d'observateurs, le plus souvent sur les réseaux sociaux, qui considèrent qu'ils sont animés, qu'ils sont détenteurs de la vérité, ce que évidemment n'a pas le président de la République. Vous savez, c'est un petit peu comme le phénomène du sélectionneur de l'équipe de France dans les mois qui précèdent l'annonce de l'équipe de France. Tout le monde a son avis arrêté, précis sur ce que doit être l'équipe de France. Aujourd'hui, on vit dans cette société-là. C'est-à-dire que tout le monde sait mieux que le président de la République ce qu'il faudrait faire au Proche-Orient, et tout le monde sait mieux que le président de la République ce qu'il aurait fallu qu'il dise ou ce qu'il aurait fallu qu'il fasse. Moi, je veux vous dire, il y a, au moment où nous parlons, des Français qui sont détenus en otage dans cette région. Sujet, oui. Et donc, comme nous avons tous, au-delà de toutes les considérations politiques, un devoir absolu de cohésion nationale et de soutien du président de la République. Je ne suis pas certain... C'est la démocratie libérale, pardon de te le dire. C'est votre devoir de penser le contraire. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. En tous les cas, c'est la position qui m'anime. Je ne vais pas jouir à l'idée que le président de la République ait pu rater un voyage à l'étranger dans la période extrêmement tourmentée que nous traversons aujourd'hui. Moi, je sais une chose, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et que l'équilibre, et c'était Albert Camus qui disait ça, que l'équilibre, par définition, c'est un courage. Je ne sais pas si le président de la République l'incarne bien ou pas. On le saura dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Mais vouloir par principe s'opposer à une position d'équilibre qui se révélera peut-être maladroite, c'est l'histoire qui le dira, mais vouloir s'opposer par principe en prétendant détenir une vérité, je trouve ça absolument irresponsable. Alors on dit qu'il arrive trop tard, mais les autres qui sont passés avant n'ont pas obtenu non plus grand-chose. Il y a eu la libération de 2 otages par les États-Unis, donc c'est un
2 otages. C'est un gain. Et on ne sait pas si c'est pas effectivement un calcul. Le couloir humanitaire qui fonctionne. Alors, qui fonctionne et qui a mis du temps à ouvrir. L'eau était rétablie. Et je veux bien qu'on nous explique d'un côté qu'on bombarde les populations civiles. Mais certains disent qu'il aurait été ouvert de toute façon sans la visite de Biden. Humanitaire, qu'on fait de la purification ethnique, mais à un moment, il faut choisir. Non, mais d'autres disent qu'il aurait été ouvert de toute façon sans la intervention américaine. C'est sur le fond qu'il faut aussi, pour moi, c'est une bévue. Mais il faut commenter sur le fond. Pourquoi tout cela n'a aucun sens? Ça n'a pas de sens pour une raison. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il faut, là, aujourd'hui? Il est là-bas, il a rencontré le roi de Jordanie, il va voir le président El-Sisi cet après-midi. Il dit quoi? Il fait quoi? Mais est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de coalition contre le terrorisme? Ça, c'est la parole des néocons, des néoconservateurs américains et israéliens. Effectivement, si vous mettez un trait d'égalité, il y a une coalition internationale contre le terrorisme entre Daesh et le Hamas, il n'y a plus de possibilité de dialogue avec le Hamas. Mais à un moment donné, quand on est un dirigeant, on fait un peu de politique. Et oui, c'est vrai que le gouvernement de Netanyahou, et il n'y a pas de cohésion autour de Netanyahou en Israël, il y a un débat très violent. On ne fait pas une coalition contre le terrorisme et contre le Hamas avec des gens, je ne parle pas de Israël, je parle du gouvernement israélien, qui encore il y a un mois accueillait le représentant du Qatar avec les valises pleines de billets et l'escorter jusqu'à la frontière de Gaza pour distribuer les billets du Qatar au Hamas, et des gens qui encore il y a 3 mois expliquaient que la meilleure garantie de sécurité pour Israël, c'était le maintien du Hamas. Ça, c'est une erreur qui pour moi est fondamentale. La deuxième chose, puisqu'on parlait de plan A, de plan B tout à l'heure, quand on veut supprimer le Hamas, et moi je pense que c'est une organisation terroriste qu'il faut supprimer, à ce moment-là, quel est le plan B? C'est-à-dire, quelle est la gouvernance qu'on met en place? Et c'est là qu'on attend la France. C'est là qu'on attend la France dans sa parole singulière, avec ce que fut sa sympathie dans le monde arabe, et non pas des effets d'annonce où on ne voit pas le début du plan B. Moi, je crois que la séquence dans laquelle nous sommes, quand c'est compliqué, il faut raisonner simplement, la séquence dans laquelle nous sommes avant l'offensive terrestre qui aura lieu ou pas, c'est la libération des otages. Et est-ce que, je pose la question, moi je suis pas diplomate de formation, je fais un peu de politique. Est-ce qu'il est bien et sain de reprendre cette formule à laquelle personne peut adhérer pour les raisons que j'ai évoquées, avec le Qatar qui joue un rôle pivot encore tout à fait central, et je rappelle que les représentants du Hamas sont encore à Doha, à la minute où on parle. Est-ce qu'il est bien et sain de donner le signal qu'on est en ligne avec les conservateurs israéliens dans une coalition qui, de toute façon, n'existera pas pour obtenir du Hamas, de personne d'autre, la libération de nos otages? Voilà la question que je pose. Dernière Et elle est bien posée. Elle est bien posée. Georges, pour terminer sur ce sujet. Avec ce que vient de dire François. Et je suis désolé, Rafik. On est en démocratie. Et c'est pas parce qu'il y a des crétins sur les réseaux sociaux qu'on pourrait pas critiquer le président de la République. C'est pas comme s'il n'y avait pas une politique. Vous avez le droit parfaitement d'exprimer votre position. Je n'ai pas comme si exprimer la mienne. Je me suis exprimé sur le fond. C'est pas comme s'il n'y avait pas une politique française par rapport à l'Israël et à la Palestine sur lequel Emmanuel Macron marche. Je suis désolé. Regardez ce qu'écrivait le général de Gaulle à Ben Gourion, c'est ça la position de la France, c'est pas quelque chose de nouveau. On est plus en 1962. Maintenant, ce qu'a fait, oui, les choses n'ont pas tellement changé. Et si vous lisez cette lettre, vous verrez bien que les choses n'ont pas changé. Mais attendez, on est quand même la solution. Le problème, c'est de sortir les gens qui ont été kidnappés par le Hamas, les otages, et déclarer la guerre au Hamas, c'est ça. Pour la France, parce que c'est ça dont il s'agit dans la proposition hors de contrôle et sans concertation avec le Quai d'Orsay qu'a fait le. Mais si, vous pensez sérieusement que le président de la République n'en a rien à cirer des otages? J'ai pas dit qu'il en a rien à cirer. C'est pas ça que j'ai dit. C'est la question de la compétence et du résultat. Mais tous les services français sont sur les rangs aujourd'hui. Soyez sérieux. Arrêtez de faire semblant on n'a pas le contraire, mais de faire une annonce. Est-ce que ça milite pour la libération des otages, ce genre de déclaration? De faire une annonce. Tout l'appareil d'État aujourd'hui est mobilisé pour ça. Rafik, de faire une annonce en disant qu'il faudrait qu'on rejoigne, donc la France, une coalition contre le Hamas, c'est comme une déclaration de guerre au Hamas alors qu'on a des otages. C'est un peu crétin entre nous. Et maintenant, une autre chose, il faut arrêter le bal des hypocrites. Le Hamas, c'est une organisation terroriste qui veut mettre tous les juifs, soit les tuer, soit les jeter dans la mer. Mais en face, on a de l'extrême droite israélienne dont l'objectif est de dégager tous les Palestiniens, de faire un nettoyage ethnique. Et ils disent ça c'est fait ailleurs, pourquoi on le ferait pas? En fait, c'est là où on en est. Et la position de la France est
Je suis entièrement. Je trouve différence très, très bien. Entre les deux, c'est qu'il y a une démocratie. Mais on est d'accord. Le gouvernement d'extrême droite israélienne ne peut pas tirer sur la foule comme le Hamas l'a fait en juillet dans Gaza. J'ai parlé de certains au sein de l'Israël. Le parallélisme des forces. Ah, j'ai pas fait un parallélisme. Attendez. On finit là-dessus. On se croit à l'Assemblée nationale. Franchement, non, on va en parler dans un instant. Allez, sérieusement. C'est une remarque. Mais la remarque, c'est qu'on ne peut pas dégager tous les Palestiniens, on ne peut pas massacrer tous les Juifs. Donc point. Une fois qu'on a posé ça, il faut trouver une solution, et la solution est très compliquée. Et je pense qu'effectivement, il faut éliminer le Hamas et avoir une force politique qui sera l'OLP ou une autre, mais avec laquelle on puisse négocier et dont l'objectif n'est pas la construction d'un califat, mais la mise en place d'un foyer national palestinien. Allez, je vous propose une petite pause pour aborder ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale française, avec une assemblée des députés au bord de la crise de nerfs. On n'a jamais vu autant d'invectives, en tous les cas de tensions entre députés eux-mêmes et en dehors, et dans les couloirs de l'Assemblée nationale et en dehors des séquences qui sont filmées d'ailleurs sur Public Sénat ou sur la chaîne parlementaire. Voilà, on va en parler dans un instant. Ce dossier du Proche-Orient qui enflamme les opinions. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et le dernier sprint jusqu'à midi avec François Calfon, Régis de Castelnau, Rafik Smati, Georges Kuzmanovic. Alors on en vient à cette Assemblée nationale qui est, et on va dire, la classe politique française, mais plus à l'Assemblée, je dirais qu'au Sénat aujourd'hui, c'est ce qu'on voit très clairement, qui est au bord de la crise de nerfs, avec des tensions. Alors les observateurs, et je lis la dépêche AFP de nos confrères de l'AFP, jamais on avait eu une ambiance aussi inflammable à l'Assemblée nationale sur ce dossier du Proche-Orient. On dit dans les salles des 4 colonnes et même dans les coursives, on se regarde en chien de faïence, chaque mot, chaque phrase est susceptible de provoquer conflit, voire tumulte. On a vu des invectives aussi, on a vu par exemple ces affiches placardées, l'émotion aussi de la présidente de l'Assemblée nationale après le tweet de Jean-Luc Mélenchon sur sa visite en Israël, son émotion réelle chez nos confrères de France Inter, et les conséquences aussi qu'il y a derrière, avec on a aussi vu sur Twitter, Antoine X, ces affiches d'enfants kidnappés posées sur des... Bref, tout le monde est devenu faux, François. Enfin, en tous les cas, si là ça se passe pas calmement, on a du mal à imaginer comment on peut trouver une solution, une sortie par le haut de toutes ces tensions, quoi. Alors d'abord, je voulais remettre les Français dans la boucle. Moi, je parle beaucoup avec des Français de toutes origines, et en particulier de confession musulmane, confession juive. Ils sont traumatisés par ce qui se passe. Tout à fait. Là-bas, traumatisés. Et ici. Donc, on a un pays qui est... et sans oublier le professeur Bernard qui a été assassiné et qui continue un contexte tout à fait terrible. L'opinion des Français, j'en suis pas représentant, mais des gens avec qui je parle, c'est on n'en peut plus des bougies, on n'en peut plus des hommages. On est en train de basculer dans quelque chose que nous n'avions pas connu, c'est-à-dire la banalisation du crime. Et c'est quelque chose qui angoisse profondément les Français. Ensuite, pour revenir à l'Assemblée nationale, malheureusement, je suis obligé de focaliser sur la France insoumise. J'aimerais ne pas le faire. Je vais vous livrer un témoignage personnel. Moi, quand je suis entré en politique, je suis entré en 1987 en politique, au Parti Socialiste. Bon, je fais quelques petits écarts, mais j'avais 17 ans. Et quand je suis entré au Parti Socialiste, les Juifs de France, qui soient issus de familles d'Europe centrale ou du Maghreb, parce qu'il y a aussi beaucoup de Juifs, comme on dit, séfarades, étaient en sympathie avec la gauche spontanément. À la fois parce que ceux qui étaient les enfants du trauma de la déportation considéraient que la droite dure était parfois l'extrême droite, l'héritière, y compris du nazisme ou de la collaboration en France, et puis parce que tout simplement les communautés séfarades étaient issues du peuple et spontanément à gauche. La droite dure, c'était Jean-Marie Le Pen et les calembours. C'était du rafour crématoire, c'était la déportation qui était un détail de l'histoire. Quand je vois aujourd'hui un sondage qui explique que les Juifs de France, les Français, considèrent que le meilleur rempart à l'antisémitisme, c'est le Rassemblement national à 42%, que le moins bon rempart, c'est la France insoumise à 17%, et que le Parti socialiste, qui est le parti auquel j'ai cru, auquel nous adhérions, tous ensemble, n'est qu'à 26%. J'ai oublié de dire dans ma description que c'était 3 ans après la marche des Beurs.
en 84 et 2 ans, concomitant mon adhésion à la création de SOS Racisme. Et à l'époque, vous aviez ces Juifs, ces Français de toutes origines, ces jeunes Maghrébins qui se retrouvaient pour faire société ensemble. Et aujourd'hui, la gauche, c'est mon témoignage, la gauche incarne la haine. Et les calembours sont portés par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Je ne partage pas les positions, y compris sur le proche la présidente de l'Assemblée nationale. Mais quand on dit qu'elle campe à Tel Aviv, quand Madame Panot ose dire à la Première ministre, dont on connaît finalement l'histoire familiale, qu'elle est une rescapée, on sait ce qu'on dit et on sait à qui on s'adresse. Et c'est tout à fait malsain. Et je dirais que pour signer ce Pax entre la France insoumise et les torrents nauséabonds que charrie encore la France, vous avez le patron de Rivarol, qui est un journal notoirement antisémite, qui, quand on lui demande de choisir entre Madame Obono et Simone Veil, choisit Madame Obono parce qu'elle est antisioniste et salue le courage politique de Jean-Luc Mélenchon. Je ne retrouve pas ma gauche. Et je vais vous dire, j'ai parlé de meurtrissure dans la population française. Moi-même, je suis meurtri. Régis. Je voudrais poser une question. Allez-y. François, vous pensez sérieusement que quand Mélenchon a sorti, parce qu'il tweete plus vite que son ombre, elle est partie camper à Tel Aviv, il pensait à Auschwitz? C'est pas sérieux. Oh, quand même. C'est pas sérieux. Non, attendez. Non, mais Régis, j'ose pas croire que il y a un community manager derrière lui, il y a une équipe qui est et quand Didier Lallemand dit à une personne, j'ai revu la vidéo, nous ne sommes pas dans le même camp, madame, quand choisis ton camp, camarade. Non, moi je suis scandalisé par cette interprétation. Alors vous soyez scandalisé, c'est une chose, mais à ce moment-là, tous les mots se valent. L'avoir de bonne foi. Non. D'accord, mais la plaidoirie est brillante et je pourrais même la plaidoirie est brillante, je pourrais même la partager sur un mot. Mais plusieurs mots mis bout à bout, plusieurs points mis bout à bout. Non, ça c'est autre chose. Il y a la photo. Et la ligne, elle est choisie à assumer, mais je passerai la parole à mon camarade Georges, qui connaît bien la France insoumise. Je voudrais terminer là-dessus. Je voudrais terminer, je ne sais pas. François, est-ce qu'ils ont décidé de jouer un certain registre que je considère comme nauséabond? Attendez, laissez finir François. Allez-y, Régis. Je voudrais pouvoir aller au bout de mon propos. Allez-y. Cette phrase-là, qui a été présentée comme et par qui? Par Madame Braun-Pivet elle-même, en disant c'est pas par hasard qu'il a pensé à Auschwitz, parce que c'est ce qu'elle dit. Je dis, ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Alors qu'il y ait des ambiguïtés, qu'il y ait un certain nombre de choses. Moi, ce que je trouve dans les positions, toute la bataille avec refuser LFI, de qualifier le Hamas de terroriste par hasard. Mais François, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas un monologue. S'il vous plaît. Toute la bataille de LFI sur les mots terrorisme et les mots crimes de guerre, c'est un acte de terrorisme abominable, et ce sont aussi des crimes de guerre, parce qu'il y a un conflit israélo-palestinien. L'enjeu c'était, est-ce que c'est une guerre israélo-palestinienne, et donc, hop, on essaye de la faire passer sous la table pour dire c'est une lutte contre le terrorisme. Bon, qui a été financée, on le sait, vous l'avez rappelé François. Bon, par les Israéliens eux-mêmes. Ce que je veux dire, dans les positions de LFI, il y a une contradiction fondamentale chez LFI. C'est extraordinaire. Il y a en Palestine une forme d'épuration ethnique à bas bruit depuis si longtemps, depuis 67. Ça n'a jamais été réglé. Toutes les délibérations. On parle de l'Assemblée nationale. Régis, on va pas refaire le film des 70 dernières années. Je voudrais savoir. Non. Ce que je veux dire, c'est que LFI proteste contre une situation qui fait que des gens venus d'ailleurs prennent la place de ceux qui habitaient là, alors que ils soutiennent exactement l'inverse en France. Beaucoup d'autres aussi, mais la séquence, ils sont no border. Régis, on va pas revenir. Ils sont no border. Ils considèrent que effectivement l'intégration, la créolisation, etc. Je trouve que c'est assez extraordinaire d'avoir une pareille contradiction. Bien, cela étant, je veux dire la période actuelle. Moi, je vais sur les réseaux, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée. Vous l'avez dit, Christine, tout le monde est devenu fou.
Donc, espérons que... Mais le problème, c'est qu'il y a la vraie vie après. Il y a l'Assemblée, il y a les réseaux sociaux, puis il y a la vraie vie aussi. Il y a ceux qui mettent de l'eau, il y a ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Il y a le baril de poudre et il y a l'allumette. Et celui qui allume l'allumette. Je suis d'accord. Et on a les deux principales communautés des deux côtés, et je pense qu'on est effectivement dans une situation très difficile. Et cette catastrophe chaotique que vous décrivez à l'Assemblée nationale n'est que le reflet. Donc, question, est-ce qu'on peut revenir à des débats sereins, apaisés, avec le respect qui est dû, parce que, enfin, moi aussi je vais raconter une histoire. Ce qui se passe à l'Assemblée, la façon dont ça s'invective, vous croyez que ça se passe comment dans les établissements scolaires, où on demande aux gamins et à juste titre de respecter avec des profs en larmes. Moi, on m'a raconté des profs en larmes. Ouais. Donc, c'est aussi ça la réalité. Avec des profs qui viennent en cours la trouille au ventre de leurs élèves en 40 ans de carrière. Donc, c'est assez fatigant de se dire, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à poser un débat apaisé, même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est compliqué. Et la faute à qui? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, aujourd'hui, on constate, les observateurs politiques, qu'il y a un climat délétère comme il n'y a jamais eu à l'Assemblée nationale. Georges. Et je suis d'accord avec François. Il y en a qui mettent de l'huile sur le feu. La France a la plus grande communauté juive d'Europe et la France a sûrement la communauté la plus importante musulmane d'Europe. Donc il faut avoir des positions d'équilibre pour ne pas apporter le conflit chez nous, où c'est déjà extrêmement tendu, comme tu l'as dit. Et je trouve que les députés, d'un côté, comme monsieur Meyer Habib, qui est un représentant en fait du Likoud à l'Assemblée nationale, et la France insoumise, mettent de l'huile sur le feu. Alors spécifiquement la France insoumise, car je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce mot camper, pas camper, mais c'est pas le seul. Le souci, c'est que dès qu'il y a il y a quand même beaucoup d'actes antisémites en France. Tout le monde sait très bien que la plus grande partie de ces actes antisémites en quelques semaines sont le fait d'islamistes. Alors la France insoumise s'excite dès que c'est quelqu'un d'extrême droite, ce qui est très très bien, mais ils se taisent quand ce sont d'autres qui commettent des actes antisémites. Et puis il y a d'autres propos. Quand Jeremy Corbyn a perdu les élections européennes, Jean-Luc Mélenchon dans son blog écrivait que lui ne se prosternerait pas devant le grand rabbin de France. On voit pas très bien le rapport. Si le rapport, c'est qu'il y a eu des accusations d'antisémitisme chez les travaillistes, que Corbyn a été exclu. Il siège toujours aux Commons, mais il a été exclu du Parti travailliste, et que, alors que ça s'est arrivé, et qu'il a fait la main de l'arabia, c'est les 4 doigts comme ça, plusieurs fois, devant la mosquée de Finsbury, eh bien, c'est lui qui est invité par Daniel Obono et Daniel Simonet pour venir le soutenir, alors qu'ils ont rompu tous les autres liens avec les travaillistes. C'est un choix qui marque, et puis, il y a d'autres propos. Excusez-moi, juste un qui est oublié. C'est sur BFM. Non, mais c'est très rapide. C'est sur BFM. Il faut le dire, il faut que sur BFM, sur Mélenchon qui dit, alors qu'il n'est pas antisémite. Il dit, on sait quel est le peuple qui a crucifié Jésus. C'est-à-dire, il revient sur le concile, d'ailleurs. Et le Vatican II. C'est Vatican II qui a rompu avec ça en 1962. Et c'est revenir sur une position d'extrême droite, mais alors, Rivarol, c'est Rivarol. Et c'est d'utiliser ça comme argument et de mettre de l'huile sur le feu. C'est incroyable. C'est délirant. Alors, on referme ce dossier passionnant aussi et d'en débattre avec vous. Je voulais faire un rapide tour de table. Bravo. Je voulais vous demander s'il fallait faire cet hommage national, puisqu'Emmanuel Macron réfléchit à cet hommage aux victimes françaises du Hamas. On n'a pas le temps d'y revenir parce que l'info arrive, on en reparlera demain. Merci à tous les 4. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on retrouve André Berkoff sur Sud Radio juste après l'info. Bonne journée, bon appétit.